Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien avec Bertrand Scholler qu'on a le plaisir de recevoir aujourd'hui en studio au micro de Nexus. Alors il est écrivain, intellectuel, il nous a partagé son ouvrage Fiat Veritas Pereat Mundus à la collection Table Rouge. On va aujourd'hui le recevoir pour parler des mécanismes du pouvoir et on va essayer d'analyser et d'avoir sa lecture spirituelle des événements qui nous agite, qui agite ce monde plus que jamais. Avant de commencer cet entretien, je vous rappelle que Nexus est le dernier ou l'un des derniers médias en kiosque sans publicité, sans subvention et évidemment sans censure. N'hésitez pas à nous soutenir si vous le pouvez, car c'est uniquement grâce à nos lecteurs que nous pouvons continuer de diffuser une information libre et indépendante. Et pour ceux qui veulent sortir des écrans et nous rejoindre pour le premier festival Nexus, ce sont les 27 et 28 juin prochains au Château Grévy. Le lien de la billetterie est dans la description. Et tout de suite, j'ai donc le plaisir de recevoir Bertrand Scholler. Bonjour Bertrand. Bonjour Marc. Merci d'être venu jusqu'ici, donc au studio de Nexus, pour parler de cet ouvrage, entre autres, et de nos événements qui agitent l'actualité internationale. Donc je rappelle, Fiat Veritas Pereat Mundus, que la vérité advienne, fût-ce au prix du monde. Donc gros titre, gros enjeu dans une époque qui mérite une grille de lecture très particulière pour comprendre ce qu'il se passe, sortir des narratifs. Ça, c'est ce que tu essayes de faire depuis tant d'années. Alors toi, tu as gravité dans le milieu de la haute société, entre autres. Bon, tu as été galeriste, tu as travaillé aussi à la Banque Lazare, entre autres. Tu as un parcours qui t'a fait côtoyer une partie des grands de ce monde pour comprendre un peu de l'intérieur comment fonctionnent tous ces mécanismes, tous ces rouages de cette élite qu'on passe notre temps à dénoncer, à essayer de décrypter. On t'a vu il y a quelques mois sur le banc des accusés, sur l'actualité Brigitte Macron, dans ce procès en cyberharcèlement. Mais au-delà de ça, tu produis des analyses depuis plusieurs années. Depuis la crise Covid, entre autres, tu as décrypté ce portrait d'Emmanuel Macron et régulièrement, tu décryptes l'actualité nationale et internationale sur ta chaîne Substack. Et donc, c'est pour ça que je voudrais aujourd'hui te faire réagir à cette actualité nationale, mais aussi internationale. Selon toi, alors déjà, pourquoi avoir écrit cet ouvrage ? Donc, que la vérité advienne fût-ce au prix du monde. De quelle vérité est-ce que tu parles ? Quel est l'enjeu autour d'elle ? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ces questions-là qui étaient assez lointaines par rapport à tes activités précédentes, dans les années d'avant Covid. Et puis, on ira ensemble sur ce qu'il se passe en ce moment au Moyen-Orient et dans le monde. Alors peut-être pour répondre à cette question, le 11 septembre 2001, je pense que tous nos auditeurs qui avaient un certain âge à ce moment-là se rappellent exactement de ce qu'ils faisaient en fait. Et moi j'avais une start-up internet et j'allais partir à un rendez-vous chez un client et j'ai quelqu'un qui bossait dans ma start-up qui me dit regarde ce qui se passe aux États-Unis, il y a un avion qui a touché une des tours, puisqu'à l'époque on avait déjà Internet, puisque c'était en 2001. Et puis quelques heures après, dans la journée, on a des passeports en fait qui sont retrouvés. Les fameux passeports intacts. Quasiment. Et là, le copain en question, c'est un ancien légionnaire qui a été après un petit peu barbouze, etc. Et puis qui s'était rangé pour devenir écrivain, justement. Et puis on dit, c'est signé, quoi. Pour nous, c'était clair, dès ce jour-là, que c'était absolument faux. Et tout ce qui va se passer, en fait, nous confirme que c'est faux. Puisqu'en fait, il y a le Patriot Act, immédiatement signé. Donc, c'est-à-dire considérer qu'en fait, tout Américain est potentiellement un danger pour et tous les citoyens du monde. Donc, on a le droit de les espionner légalement, ce qui n'était pas le cas avant. Et on a une idée. En fait, j'ai une idée, mais moi, j'ai pas beaucoup de temps, mais lui passe la moitié de son temps à écrire. En fait, il est dans une filiale animation de la start-up. Et je lui dis, écoute, j'ai
envie d'écrire un livre. Le concept, c'est une table rouge. Je ne sais pas pourquoi. Et c'était comme ça. Et ça va être un lieu autour duquel, en fait, il va se passer beaucoup d'événements, beaucoup de décisions qui seront prises, beaucoup de personnes qui vont être testées, qui vont mettre en œuvre leur intelligence, des talents particuliers qu'ils ont. Et pour essayer de contrebalancer, en fait, ce que j'appelle, dès ce moment-là, vraiment les forces du mal. Tu sais, on a depuis souvent Poutine ou Lavrov qui ont dit c'est vraiment une guerre du bien contre le mal. Alors quand ils disent, tout le monde se marre en Occident, parce que évidemment, le bien contre le mal, dans un monde laïque, c'est vraiment des malades mentaux. Alors Bush nous avait fait le même coup après en septembre. Mais c'était pas pareil, en fait. C'était pas eschatologique, c'était sur un thème beaucoup plus moral, en fait. C'était pas, on n'était pas en train de parler de Dieu et du mal, on disait, comme un prof de classe, on est la puissance dominante, on est le gendarme du monde, vous c'est mal, et donc on va vous corriger, on va vous donner une fessée, et ça vous suffit pas, on va faire plus. Alors que là, c'est vraiment au sens eschatologique, c'est-à-dire qu'il y a une nature des gens qui change, et qui deviennent fondamentalement mauvais au sens vis-à-vis de l'humanité, en fait. Pas vis-à-vis d'un concurrent ou d'un adversaire. Et qu'on va venir, quand on arrive au Covid, etc., on s'en rend bien compte. Et donc, on commence à écrire quelque chose, et c'était génial. Et je ne rentre pas dans le pitch, parce que c'est dans les tomes suivants du livre. Et puis un jour, on se retrouve pour prendre un verre. Il a eu son ordinateur. À l'époque, on n'avait pas de cloud, on n'avait pas de machin. Donc, c'était des clés USB. On se refilait nos clés USB avec nos corrections. On avait les versions papier. Et puis, on était du côté de Bastille. On s'installe pour prendre un verre et discuter de ça. Et on avait laissé, en fait, tout dans la voiture. Et en fait, comme il avait un ordinateur portable sympa et puis qu'il n'était pas couvert par quelque chose, il y a quelqu'un qui l'a piqué, mais qui a tout embarqué, en fait. Et on n'avait plus aucune trace du bouquin. Puis lui, il avait d'autres projets de bouquins. Puis moi, j'avais très peu de temps. Puis on a pris ça un peu comme un signe du destin. On n'a jamais recommencé, en fait, à zéro. C'est très compliqué, en fait, quand tu as écrit quelque chose et que tu as tout perdu. On a essayé de retrouver, de mettre des petits trucs. Si vous avez volé ça, machin, on s'en fout, rendez-nous le. Mais bon, on n'a pas réécrit. Il y avait genre, je sais pas combien de 150 pages ou 200 pages, mais écrit. Mais j'avais toujours gardé ça en tête, en fait. Et je prenais des notes, j'écrivais, parce que la géopolitique, ça me passionnait depuis tout le temps. Et comme je t'expliquais avant l'émission, même dans le monde des gens qu'on croit être les pires, quand tu les voyais dans des dîners, dans des soirées, on pouvait parler de tout, en fait. Et le moment où la donne change, c'est véritablement le Covid. C'est-à-dire qu'avant le Covid, même sur le 11 septembre, c'était pas bien vu, mais en France, on pouvait évoquer d'autres thèses. D'ailleurs, c'est l'époque où Messant, tu vois... C'est chez Ardisson, c'est vrai. Exactement, tu pouvais évoquer, tu avais beaucoup de gens qui passaient chez Ardisson, mais tu avais beaucoup d'émissions où tu avais tous les sujets étaient abordés. Après, il y a eu Tadei aussi, Exactement. Qui a permis... Et tu pouvais écrire sur tout, en fait. Et il y avait une espèce de fierté on pouvait tout publier. L'art, c'était sans limite. Alors maintenant, c'est devenu... on voit ce qui est exposé au Palais de Tokyo ou ailleurs. Idéologique. L'Élysée, on est vraiment sur la pédophilie, en fait. Et c'est visuel. D'ailleurs, c'est assumé et revendiqué. Et donc, je continue à faire ça. Mais, si tu veux, il y avait ce bruit de fond. Les choses se passaient bizarrement, mais c'était pas clair l'idée que la guerre contre l'humanité avait commencé, en fait. Et il y avait plein de guerres, il y avait plein de problèmes, il y avait plein de manipulations, il y avait plein de censures. Par exemple, en France, il y avait les lois Pleven, puis loi Guesso, puis d'autres lois, en fait, sur la censure. Mais ça restait possible. Et puis surtout, on avait cette idée que Jack Lang, c'était un ministre qui avait ouvert plein de choses. Tu vois, c'était comme ça qu'il se présentait. Le progressiste, la fête de la musique. Tout ce que ça pouvait vouloir dire. Alors moi, je le savais de l'intérieur, parce que j'avais un cousin qui avait créé ACT UP, et lui connaissait bien ce monde-là, et il voyait en fait les luttes d'influence et l'accaparation en fait de ces communautés pour les emmener à agir d'une certaine manière.
vers la transsexualité dès cette époque-là, vers tout ce qu'on a vécu en fait au moment où le wokisme arrive. Ouais. Et donc en fait, je suis un peu au cœur de la machine, entre guillemets. Je fréquente les gens qui sont au cœur de la machine, mais il n'y a pas cette haine contre l'humanité qui démarre avec le Covid. Et en fait, il se trouve que je connais bien en fait la technologie ARN messager pour avoir travaillé dans la stratégie pour des grands laboratoires médicaux, pour des États quelques années avant, en fait, dans la période 2006, 2007, 2008, et c'était des vrais sujets, et ça ne fonctionnait pas. Et moi, j'avais toujours, j'étais dans des newsletters, etc., donc j'avais toujours un peu suivi ça, parce que pour moi, c'était se prendre pour Dieu. Donc, si tu veux, c'est version Frankenstein croisée avec Bill Gates, tu vois. Ouais. Et comment le mec qui a créé des antivirus... Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est on reprogramme l'humain, en fait. Et ça n'avait même pas marché sur des poulets. C'est-à-dire qu'ils avaient essayé sur des, tu sais, avec les trucs de grippe aviaire, etc. Ils avaient essayé de reprogrammer, entre guillemets, les poulets. Et en fait, les poulets devenaient fous, ils mouraient rapidement, etc. Et bizarrement, subitement, en 2019, il y a cette maladie qui arrive, qui suit H1N1, que moi, j'avais vécu de l'intérieur. Pourquoi d'intérieur ? Parce que j'étais dans un cabinet de stratégie qui bossait sur les vaccins. Puisqu'en fait, c'est l'époque, c'est l'arrivée en fait de Sarkozy, en fait. Donc, type McKinsey, comme on a vu pendant le Covid. Type McKinsey, encore plus élitiste, entre guillemets, donc des petites boutiques. Les éléments de langage, la stratégie. Pour des pays, pour les grands groupes, etc. Donc vraiment, les petites boutiques, encore aujourd'hui, la boîte est très... Et donc, quand subitement, ils expliquent qu'en fait, ça va être un vaccin, que tu comprends qu'en fait la définition du mot vaccin a été changée, qu'en réalité c'est de la thérapie génie, etc. Là, je me dis, il y a quelque chose qui se passe. Et je me rappelle, je suis aux États-Unis, on est en décembre, je suis à Art Miami. Donc, puisque à ce moment-là, en plus de mes activités de consultant, j'ai une galerie d'art contemporain qui est devenue très grosse, en fait, qui a une filiale en Suisse, 2 filiales aux États-Unis, une filiale en France, enfin vraiment, et puis on a créé une fois, on est un gros acteur, en fait, connu avec des artistes qu'on expose du monde entier. Et je dis, je remballe tout. Je sens que ce qui se passe va changer en fait la face du monde. Donc, je reviens en janvier. Je ferme en fait toutes mes activités à Miami. J'ai pas eu le temps d'aller fermer à New York, ça m'a coûté cher. Et je ramène tout l'art qui est aux États-Unis. Tout revient en France. Et donc, j'avais une grande galerie là-bas. Et je reviens un peu avant le confinement. Et donc, en fait, le monde change, en fait. Et quand tu as fait du conseil en stratégie comme moi, en fait, tu vois, il y a des gens qui comprennent bien le japonais ou le chinois. Moi, je ne comprends pas. Mais en revanche, quand je vois des techniques de stratégie, tu vois tout de suite, je les lis, mais comme un livre ouvert. Tu vois tout de suite les mécanismes qui se mettent en place, ceux que tu as connus mais de l'intérieur. Immédiatement, en fait, je connais les règles. Et tu sais, c'est comme un chien truffier, il sait où sont les truffes. Donc, quelqu'un qui voit que quelque chose n'est pas naturel, et donc je le vois. Et j'essaie de réunir, en fait, les gens de la résistance, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui sont un peu connues. Je peux les citer, les Hazelbert, Poulain, etc. Donc, ils viennent tous dans ma galerie, on dîne, etc. Même Hazelbert me fait passer sur sa chaîne, ce qui sera la première fois où je vais avoir plein de coups de fil de gens me disant « Mais comment tu peux passer dans cette chaîne machin ?» Alors, le problème, c'est pas représenté, puisqu'assez vite, en fait, on s'est plus parler avec... Mais c'était pas ton monde à la base, ce monde. C'était pas mon monde, et c'était un monde qui était rejeté par mon monde, en fait. Oui. Puisque être complotiste, c'est croire que le monde est fait de personnes qui pensent mal, ce qui n'est pas le cas. En fait, moi, j'ai vécu dedans. C'est tous les acteurs, entre guillemets, de ce monde où on pense que les gens pensent mal, ce sont surtout des gens qui sont parfaitement formatés. Puisque le système d'études, plus tu vas haut dans le système d'études, plus tu as répondu aux critères du formatage, en fait. Plus tu sais que... Tu es rentré dans le moule, mais pourtant, c'est des gens très compétents, c'est des gens très performants. Mais que c'est des experts d'un domaine, en fait.
Et souvent, ils sont drogués, ils ont 50 vies. Donc, ils sont tenus par le système que beaucoup de gens découvrent maintenant, qui est le système Epstein, en fait. Ce pas des gens qui sont fondamentalement méchants, ce sont des rouages qui sont parfaitement calibrés pour une horloge dont ils n'ont aucune idée de sa nature. Et qui est une... Si tu veux, en venant ici, j'écoutais quelqu'un... C'est très intéressant de regarder l'époque où sont écrits les livres. Et moi, j'ai souvent parlé du livre Frankenstein de Bram Stoker dans mes lettres. J'en parle dans Fiat Veritas, donc on ne peut pas me soupçonner d'avoir été inspiré par une vidéo qui date d'aujourd'hui, puisque moi, j'ai écrit dessus depuis 2 ans en expliquant pourquoi c'était des livres intéressants. Et en fait, à l'époque où Bram Stoker écrit Dracula, tu as eu une arrivée massive, en fait, d'Ashkénazes à Londres, en fait, mais dans des proportions très importantes. Et il y a une colère, en fait, dans la société, parce que ces personnes qui arrivent prennent très vite beaucoup de pouvoir. Et ils se font appeler les vampires. Tu sais, c'est tout le problème de l'usure, etc. Donc, ça existait de tout temps, puisque si tu lis les écrits de Luther ou d'autres personnes, en fait, ils l'expriment très, très bien. Et la personne, en fait, fait une analyse intéressante, mais qui, selon moi, est fausse. Il dit, en fait, Bram Stoker a écrit ça pour décrire son époque. Pas du tout. Bram Stoker, en fait, il s'appelle Abraham Stokerovitch, etc. Il fait partie de cette communauté et il comprend qu'en fait, il y a un problème qui a été identifié par Köstler et par pas mal d'autres écrivains sur l'origine, entre guillemets, de la communauté ashkénaze et qui est une origine khazare. Alors, on n'aura pas le temps d'en parler dans cette émission, mais peut-être on fera un épisode 2. Et en fait, il crée une diversion. C'est-à-dire qu'en fait, il présente un personnage qui est un vampire, un peu aristocrate, londonien, mais qui vient des Carpates, etc. Tout ça, c'est la vérité. Alors qu'en fait, ce que les gens sont en train de comprendre, c'est qu'il y a en fait une tribu qui remontait aux sorcières de Babylone, etc., qui avait été rejetée par les Perses, qui se sont installés, qui sont devenus les Cananéens, mais qui étaient des gens qui sacrifiaient les enfants, etc., qui étaient dans la zone où est Tel Aviv aujourd'hui. Mais une grande partie d'entre eux, en fait, étaient partis s'installer dans les plaines autour de Kiev, et vers la Hongrie, vers les Carpates, etc., ils s'appelaient les Khazars. Et ils avaient été en conflit, puisqu'ils étaient à l'intérieur de l'Empire russe, avec l'empereur russe, parce que c'était des tueurs, et qu'en fait, ils utilisaient le sang de leurs victimes pour terrifier leurs cibles précédentes. Donc, ils trempaient les boucliers dans le sang des victimes, qui étaient faits souvent avec des peaux humaines, etc. Et c'est pour ça qu'on les appelait les boucliers rouges. Et la traduction de bouclier rouge, c'est Rothschild. La famille Rothschild ne s'est jamais appelée Rothschild avant le XVIIIe siècle, puisqu'il s'appelait Bauer. Mais tout ça, c'est dans Wikipédia. Mais en fait, personne ne veut dire ça. Pourtant, dans Wikipédia, tu regardes, il s'appelle Bauer. Et puis, à un moment, en fait, le père a 5 fils qu'il envoie aux 4 coins du monde. Ouais. Et il dit, mais vous allez partir en vous appelant Rothschild. C'est-à-dire qu'ils assument d'être revenus au pouvoir qu'ils avaient perdu à l'époque où ils étaient les Khazars. Et une autre partie sont partis au Kazakhstan, d'où le nom Kazakhstan, qui étaient des steppes lointaines qui n'intéressaient pas les Russes, qui n'intéressaient personne. Et la capitale du Kazakhstan, c'est Astana, Satan, parce que ce sont des adorateurs du diable. Le vrai nom, c'était Nour Sultan, mais un peu comme ça s'est passé avec Rothschild, la famille Bauer qui choisit le nom Rothschild, eh ben Nour Sultan est devenu Astana parce qu'ils n'ont plus besoin de le cacher. Et qu'est-ce qui se passe à Astana ? En fait, toutes les grandes religions du monde se réunissent chaque année pour essayer de réfléchir à une religion œcuménique qui rejoindrait toutes les religions. Et qui est le maître d'œuvre de ça ? Le World Economic Forum. Et qui représente le World Economic Forum dans les réunions chaque année à Astana ? Ce cher Harari. Yuval Harari, dont on pourrait parler tout ça. Mais ce qui est intéressant à Astana, c'est qu'à l'époque où Benoît XVI était le pape, il refusait de faire partie de ces réunions. Et quand François le remplace de force, il rejoint en fait le système d'Astana. Et évidemment, le nouveau Léon XIV est en plein dedans, en fait. Donc, selon toi, Astana joue un rôle majeur ? Bien sûr. Alors, on n'en parle jamais. Mais il faut regarder à quoi ressemble la ville d'Astana.
La ville d'Astana, c'est la synthèse de tous les symboles kabbalistiques du monde. C'est-à-dire, au cœur de la ville, tu as une grande pyramide, tu as des griffons partout, les axes des rues sont totalement... un peu ce que Mitterrand a essayé de faire avec ses axes sacrés. La pyramide du Louvre, la Grande Arche de la Défense, etc. Tout ça n'est pas neutre, en fait. Tu sais, il y a des lignes de force positives qu'on appelle les lignes de lait, dont celle qui passe par le Mont Saint-Michel et qui va jusqu'à Jérusalem et cette île au large de l'Angleterre, tu sais, où il y avait eu un épisode de Star Wars, où il y a un temple, en fait, à Saint-Michel, en fait. Ça, c'est sur les lignes de force positives, et tu as des lignes de force négatives, et tu as ce combat. Mais qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est-à-dire, comment veux-tu qu'au Moyen-Âge, ils aient pu faire des lignes comme ça, avec des temps parfaitement alignés sur des milliers de kilomètres? C'est comme les pyramides qui sont alignées sur des milliers de kilomètres. On peut ne croire en rien, mais on peut aussi s'interroger sur est-ce qu'il n'y a pas de la transcendance. Et Macron répond à la question, puisqu'il n'arrête pas de dire que ses décisions, il les prend par transcendance. Pas moi qui le dis. Hein. Il le dit lui-même. Il le dit lui-même très régulièrement dans les vidéos. En mettant tout ça sur la table, on voit alors pourquoi, avec tous les mails d'Epstein qui ont été déclassifiés, on est face à des phénomènes de rituels, des phénomènes ésotériques. Ils s'en cachent même plus. Mais c'est bien au-delà de ça. En fait, ils ont sorti ce qui allait permettre, en fait, ils en ont mis suffisamment sur la table pour créer un brouhaha énorme, pour permettre à des gens de glisser au milieu de ça des choses totalement fausses. Un des éléments du dossier Epstein qui a eu le plus de succès, c'était censé être un mail d'Hillary Clinton avec Huma Abedin qui disait « Ce con de... m'a mis enceinte, j'étais pas vigilante pendant l'affaire libyenne, en parlant de Clinton. » Mais à l'époque, elle avait 65 ans. Mais tout le monde a repris ça en boucle. Comme quoi, Clinton et Hillary faisaient... Tu vois, mais c'est quoi? C'est un brouillard. C'est que tu caviardes les choses. En fait, tu crées suffisamment de volume. Tu sais que les gens sont inconséquents. Donc, ils pourraient aller vérifier les sources, mais ils ne le font pas. Aujourd'hui, en fait, depuis 3 jours, tu as les réseaux sociaux bruisent de Netanyahou est mort, le ministre de la Défense... Et tout ça, c'est faux. C'est parfaitement faux. On pourra rentrer dans le détail. Mais ça y est, c'est cristallisé dans la tête des personnes. Si on leur dit qu'ils ne sont pas morts, on ment. On a triché. Et même s'ils les voient, évidemment, c'est des reptiliens avec des masques, avec des machins. Et ce serait quoi le but? C'est de semer le doute et la confusion? Bien sûr, mais les gens ne savent plus à quoi... savoir le vrai, le faux. Et donc, vers quoi tu te retournes, en fait, quand tu ne sais plus rien? Vers l'État, ou alors tu vas dans ton jardin et tu dis moi tout ça. Ça rend la masse plus docile. Exactement. Tous ces systèmes, la raison, je suis assez rare dans les médias comme tu as pu le constater, mais la raison c'est qu'en fait, à quoi ça sert en fait d'aller sur un média qui fait 6 heures par jour, tous les jours, quasiment autant que BFM ou n'importe, et qui n'a qu'une envie, c'est de grandir, tu vois, comme la grenouille, plus grosse que le bœuf. C'est-à-dire que les gens qui écoutent ça, en fait, n'ont pas le temps de se poser. Vous avez la culture de l'écrit, vous avez la culture du magazine. Donc forcément, les gens qui vous apprécient sont des gens qui lisent, qui prennent le temps de lire un article long, c'est compliqué, et puis qui prennent du plaisir à en lire plein. J'espère que vous avez plus d'abonnés que devant ton kiosque, enfin peu importe. Mais c'est pour ça que j'écris d'ailleurs. Et parce qu'en fait, c'est le seul moyen véritablement de te détacher du brouhaha, de vérifier si ce qu'on te dit, ça tient le temps. Parce que quand tu écris un bouquin, la plupart des gens qui écrivent des bouquins, et moi je vois, puisque le bouquin, il est sorti en décembre. Donc t'imagines, on est en mi-mars, le bouquin, il est toujours numéro 1 dans ses catégories sans aucune aide. Ça veut dire qu'il y a un énorme bouche-oreille. Le bouquin se vend tous les jours. Et j'ai plein de gens qui me disent, je l'ai lu, maintenant je l'ai offert à ma famille, etc. etc. Donc tu as comme un effet boule de neige. Mais 80% des bouquins, non seulement les gens ne les lisent pas, ils les achètent mais ils les lisent pas, et quand ils commencent à les lire, ils se rendent compte que le truc est complètement hors jeu,
puisque c'est des bouquins qui sont faits, tu vois, par des gens qui veulent écrire un bouquin tous les 5 mois pour en vivre ou tous les 6 mois. Tu as maintenant des gens qui sont des journalistes qui ont une grosse audience et qui écrivent des bouquins à 6 ou 9 euros qui ne seraient même pas des lettres Substack, mais comme ils sont présentés par 10 médias de cette mafia qui se congratule elle-même et qui... en fait, il y a 3000 personnes qui vont mettre ça dans leur WC jusqu'au jour où on va se dire non, j'ai trop honte d'avoir acheté cette connerie, je le jette. Mais qui vont quand même racheter le suivant parce que ils seront de nouveau convaincus que cette fois, c'est pas de la merde et qu'en fait, c'est toujours de la merde, mais on se fait avoir en fait. Tu penses que du coup, ce temps court qui est imposé est une stratégie pour manipuler et que c'est un piège? C'est vrai que les réseaux sociaux, la vidéo nous tendent à aller vers ce temps court, malheureusement l'actu, et on tomberait dans ce piège finalement alors que le temps long... Tu te rappelles quand je suis passé chez toi il y a 2 mois, j'ai pas été franchement quelqu'un qui était très sympa pour... tu vois, j'ai été assez critique sur... C'est pas consensuel. Voilà. Mais c'est important de l'être. On peut me reprocher ça, mais en même temps... Ça le débat. Non, mais surtout, le titre de mon livre, c'est que la vérité advienne. Donc, si moi, je pense que c'est la vérité et que, si tu veux, c'est comme dire à un alcoolique, arrête de boire. Et tu dis à des gens qui sont devenus alcooliques d'informations qui leur brouillent le cerveau, calmez-vous. Essayez de lire un peu le magazine Nexus, lisez des bouquins qui vous nourrissent, retournez, si vous êtes religieux, à l'église, allez voir des bouquins de jardinage, etc. Regardez ce qui se passe dans un jardin quand on met des graines, vous voyez, ça va être fascinant. Ou allez marcher, faites un pèlerinage, et vous allez voir les villages défiler à une autre vitesse, où vous allez rencontrer des gens. Mais essayez de ralentir un peu votre vie, parce qu'en fait, on n'est pas fait, nous les humains, pour vivre à ce rythme. Ça, c'est le rythme de l'informatique, c'est le rythme de l'intelligence artificielle, mais c'est pas le rythme des humains. On n'est pas fait pour ça. Il y a une tendance, un phénomène maintenant aujourd'hui où les gens écoutent de plus en plus les vidéos en x1,2, x1,5. Mais oui. Pour en avoir plus. Il faut payer pour l'écouter en x3 sur YouTube, parce qu'il y a plein de gens qui veulent écouter en x3. Il y a du x3 sur YouTube. Oui. Et tu dois payer un supplément, parce que des gens veulent écouter des émissions en x3. Moi, j'en connais. Je connais des gens qui regardent une émission en direct et qui regardent les autres matinales en différé. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont rater quelque chose, tous ces scoops et tout, mais qui sont jamais des scoops. Tu sais, tu t'amuses à prendre la page YouTube de certaines grosses chaînes. Et je voudrais bien en parler un petit peu plus en détail. Par exemple, Toxin, pour les citer. Et tu regardes, tu prends juste sur un mois. Il y a beaucoup de contenu. Il y a beaucoup de contenu, tu regardes... Et tu vas te dire, en un mois, ils ont annoncé 500 scoops. Il y en a eu 0, en réalité. Un mois après, tu t'es rendu compte qu'il y en a eu 0. Donc, ça va le faire tomber, ça va les fâcher, ça va les machins. Si Macron sait ça, il va tout faire. Tout ça, en fait, c'est fait pour demander de l'argent. Donc, tout est structuré uniquement pour traire. Oui, c'est vrai que c'est un piège des réseaux. Mais moi, je trouve que la remarque, elle est importante, elle est intéressante. Et même, j'irai au-delà et je la prendrai même pour nous. C'est vrai que quand on rentre dans le cercle et dans la logique des réseaux, on a tendance à, sans s'en rendre compte, vouloir produire plus. Et nous-mêmes, on produit peut-être pas autant que certains, mais quand même. Et parfois, même moi, j'ai pas le temps de tout regarder ce qu'on a pu produire, parce que chacun, les journalistes, etc. Et puis on tombe dans ce processus de trouver le meilleur titre, être plus percutant, etc. Et c'est vrai que, sans exception, pratiquement tout le monde est soumis à cette logique-là de comment capter l'attention des gens, peut-être pas forcément à mauvais escient, mais pour sortir son épingle du jeu. Mais en fait, en faisant ça, et c'est pour ça que moi j'ai pris un titre latin, tu vois. Non mais et tout le monde m'avait dit prends jamais un titre latin et tout, c'est la pire idée. Oui, les gens vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre, ça va pas l'intéresser, ils vont le prendre pour. Mais en réalité, en fait, on a oublié ce que c'est le bouche-oreille, parce que comme les gens savent qu'ils racontent n'importe quoi, donc ils sont dans l'instant. Donc, tu sais, c'est genre crier au loup, crier au loup. Plus personne ne lit les histoires de la chèvre de Monsieur Seguin, etc. Mais moi, on me les lisait quand j'étais enfant. Donc, je me rappelle de ça. Tu peux pas sans cesse crier au feu. Depuis 7 ans, tu as les plus grandes stars
de la dissidence qui disent j'ai des informations, Macron va tomber d'ici 3 mois, il va tomber dans 6 mois, il va Il n'y a même pas que. Hein. Je me rappelle de Jean Lassalle. Oui. Vous avez dit j'ai le dossier Macron, c'est pas fait vacciner, etc. Mais ils disent tout ça. Ils se sont trompés tout le temps. Mais en fait, personne ne leur tient rigueur, en fait. Parce qu'ils sont pris dans le flux et les gens oublient aussi vite que la personne qui leur a menti. C'est pour ça que Macron peut être élu encore pendant pas mal d'années jusqu'à ce que le monde s'écrase sur lui-même, en fait. Mais est-ce que tu penses, pour aller au bout de cette réflexion qui est importante, parce qu'on est tous pris un peu dans ce flot des réseaux, est-ce que c'est un piège d'essayer de faire de l'information en ligne, malgré tout, en se disant, je vais quand même essayer de toucher d'autres gens, mais c'est vrai que peut-être au détriment d'un rythme un peu plus long, d'un temps de réflexion plus profond. Marc, vous faites une émission par semaine. On en a plus. Non, mais vous en avez plein, mais vous avez une émission d'actualité vendredi, par semaine. Et c'est pas simple d'attirer du monde, alors que, tu vois, c'est qualitatif, vous avez des invités divers, les gens sont passionnés à l'idée de venir, etc. Et parfois, hein, pour, entre guillemets, pour dire les choses telles qu'elles sont, je me retrouve à me dire, peut-être qu'il faudrait qu'elles soient tous les jours. On tombe dans c'est juste parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Mais mais le problème, en fait, c'est pour ça que je trouve intéressant cette remarque. Moi, je viens du monde du conseil en stratégie. Et dans le conseil en stratégie, dès que tu commences à mettre le doigt dans la croissance, tu ne peux plus t'arrêter. Ça, c'est vrai. Et ça s'appelle croître ou périr. Et donc, il y a plein de personnes qui disent, mais toi, Bertrand, tu pourrais faire un média facilement, tu as toutes les compétences, tu as tous les réseaux, tu as tous les machins. Le problème, c'est que si je rentre dans cette logique croître ou périr, c'est-à-dire si je commence à avoir un studio, si je commence à faire ci, je vais être comme tout le monde, en fait. C'est-à-dire que les gens vont voir qu'il y a plus de succès, donc ils vont vouloir plus, donc il va falloir que je gagne plus. Donc, elle est où la limite ? Elle est dès le début. C'est le livre qui sort là, mon deuxième livre qui sort pendant les vacances de Pâques, qui s'appelle, parce que comme ça fait tellement d'années que je travaille ces livres, tu vois, ça fait 25 ans en fait que j'y bosse, et ça s'appelle In Aeternum Sine Pacto, ça veut dire pour l'éternité sans pacte. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu fais un pacte, à chaque fois que tu fais une concession, en fait, tu vas la payer pour toujours, en fait. Mais moi, je suis catholique, donc on a le droit de se repentir, en fait. Tu vois, il n'y a pas de choses qui sont irréversibles. Ouais. Rien. Mais il y a des pactes. Le pacte avec le diable, par exemple, on sait tous, le pacte avec le diable, c'est qu'on donne son âme. Et quand Macron, par exemple, fait le portrait de lui qui se présente comme l'antéchrist, et qu'on l'accepte, il est dans toutes les mairies, etc., qu'on le réélit avec ce portrait, qu'on regarde, c'était Sibeth Ndiaye qui avait fait la vidéo, puisqu'elle était sa chargée de la communication. Donc on voit effectivement Soazig de la Moissonnière qui est la photographe, mais on voit Macron qui est dans un état de transe. Il a un sac avec les objets, il les place, etc., etc. Il pose 2 iPhones, il pose des livres de la Pléiade, il change l'heure d'une pendule. La table, on dirait qu'il a versé du sang de poulet ou je sais pas quoi dessus. Elle est rouge luisante du bureau sur lequel elle est. Et il y a toute cette mise en scène qui va avoir lieu, tout le Photoshop qui a lieu, je le décris dans la vidéo. Et il se présente, il nous dit, voilà, je suis l'antéchrist. Là, je te saute toutes les étapes. Je spoil. Et on accepte, en fait. C'est-à-dire que si tu es comme moi, galeriste depuis 15 ans, mais qui a été collectionneur avant, etc., qui connaît un peu, si tu veux, les codes de l'art, Tout à l'heure, je te disais, quand tu es consultant, tu comprends quand c'est des consultants qui sont à la manœuvre. Quand tu es galeriste, tu vois, en fait, les messages et ce qu'il faut lire dans une œuvre d'art. C'est mon métier. Donc, j'ai vu ça et j'étais scié. Mais j'avais jamais regardé cette photo avant. Parce que je sais que c'est un personnage extraordinairement dangereux. Et on est en train petit à petit de se rendre compte. On voit bien comment il a manœuvré Trump pour remettre Zelensky dans la boucle, alors que Trump voulait dealer qu'avec Poutine au début.
Et l'Europe s'est remise dedans, alors que Trump, il voulait en finir avec cette guerre. Mais il n'avait jamais imaginé, Trump, que les pays européens étaient aussi retors. Et petit à petit, il a compris. Puis il a compris pour Israël. Et puis finalement, il pense qu'il est prophète. Et donc, il est en guerre messianique, en croisade contre tout le monde. Oui, il y a cette vision eschatologique. Il a complètement changé, en fait, depuis qu'il y a eu cette tentative d'assassinat sur lui. Petit à petit, en fait, il a été embarqué à croire que il avait une mission. Il avait une mission, en fait. Et au début, il pensait que c'était une mission, que c'était un miracle de Dieu. Et là, en fait, il pense que c'est une mission. Il ne sait pas qu'en fait, il œuvre pour le diable. Et tous les gens qui sont pour Q. Alors oui, QAnon, en fait. Et puis il y a toute sa base MAGA qui est en train de se détacher parce que lui, il s'était présenté c'était des conneries. Comme celui qui ne remettrait pas l'Amérique en guerre. Bon, alors là, ils se sont embourbés et ils nous embarquent un petit peu avec. Le monde entier. Mais non, le monde entier. Et est-ce que tu penses que le fait malgré lui? Est-ce que c'est bon gré ou mal gré? Non, je pense qu'en fait, il est vraiment persuadé qu'il est prophète. Je vais te raconter. Parce que c'est un truc où moi je me suis retrouvé confronté à ça, que c'est arrivé vers moi de plein d'origines. Et c'est-à-dire, quand il a son attentat, tu sais, c'est l'oreille qui saigne, oui. Il y a du sang qui tombe sur sa chaussure droite, qui perd, etc., etc. Et assez vite, en fait, moi, je reçois des mails de personnes qui disent « Mais t'as rien compris, en fait, c'est... assez vite, tu vois, quelques semaines après, il y a une prophétie du Talmud qui dit qu'un jour, il y a quelqu'un qui va arriver et ce sera le nouveau Cyrus le Grand. » D'accord. Ouais. Mais Et en fait, ça commence à bruisser dans les réseaux. Donc forcément, ça remonte jusqu'à Trump, puisque ça lui plaît. Son gendre lui raconte la même histoire en lui disant « Mais c'est vrai et tout. » Puis sa fille vient de se convertir, etc. Et les Israéliens font une pièce commémorative là, avec le profil de Cyrus le Grand, le profil de Trump, et quand il est à la Knesset avec Myriam Adelson, on lui dit, voilà, t'es le nouveau Cyrus le Grand. Mais ils le disent, tout ça c'est dit. Et quand tu sais que Cyrus le Grand, c'est celui qui était un roi perse, mais qui était et qui est un peu comme Napoléon, qui a eu un rôle vis-à-vis des Juifs, tu vois, qui leur a ouvert les portes, mais pour les sortir entre guillemets de Perse, il leur a dit allez vous installer aux confins de l'Empire, retournez à Jérusalem et je vais vous financer votre temple, mais vous restez pas là. Mais ça s'est transformé en quelque chose de bien différent puisque c'était des époques où personne ne voulait avoir cette tribu dont la religion était incompatible avec se mêler à une autre nation, en fait. Tu vois, c'était un peuple à l'intérieur des nations, mais avec son autonomie, ses règles, ses lois, etc. On voit bien quand tu vas dans certains coins aux États-Unis ou ailleurs, il n'y a pas de mixité, entre guillemets. Oui. Et Trump est persuadé qu'en fait, il est le nouveau Cyrus. Donc, l'armée américaine, il y a des chefs militaires qui disent on part en croisade. En fait, on va libérer pour Israël. Là, cette fois-ci, c'est pas une croisade pour la chrétienté, l'endroit où Jésus est né, où les impies ont pris, etc., etc. Sachant que tout ça, c'était financé par qui voulait qu'il y ait tout le temps une guerre entre les chrétiens et les musulmans. Oui. Donc, c'est plus compliqué. Ne me faites pas dire, j'ai pas fait le raccourci. Mais c'est toujours la même chose, en fait. C'est-à-dire que depuis toujours, tu as des personnes qui sont comment dire, il a un tel ego, c'est-à-dire que si tu prends n'importe quelle intelligence artificielle et tu dis voilà le profil psychologique de quelqu'un, tu lui décris le profil psychologique de Trump et tu dis maintenant comment le manipuler, comment faire de lui mon pantin. Le valoriser. Mais l'intelligence artificielle va te dire exactement ce qui se passe avec Trump. Donc quand tu regardes les réunions, tu sais quand il disait je veux avoir le prix Nobel, etc. Oui. Tous ils disaient on écrit une lettre pour que tu sois prix Nobel, t'es le meilleur. Ce que lui a dit Netanyahou d'ailleurs. Mais oui, tous. Quand il faisait ses réunions avec son gouvernement, c'est le meilleur, etc. Il y a quelques jours, tu as Steve Witkoff qui passe à la télé et sur CNN, NBC ou je sais pas quelle chaîne, ils lui disent mais
comment on va sortir de cette guerre, puisque c'est vous qui, d'après Trump a dit que c'était vous et Kushner qui l'avez vraiment incité à partir en guerre, que vous ressentiez qu'il allait envahir les États-Unis, enfin que l'Iran sinon allait partir en guerre contre les États-Unis. Et lui il dit, moi j'ai qu'une chose à dire, je sais pas comment on va s'en sortir, mais il faut pas être contre Trump. En fait, sous-entendu, Trump ne réfléchit pas, en fait. Il ne mesure pas les conséquences. Il est comme un cow-boy hyper fier. Et c'est pour ça que même les Russes et les Chinois marchent sur des œufs avec lui, parce qu'il est cinglé. Il est capable, sur un coup de tête, parce que Poutine veut plus lui parler, quand il l'a appelé il y a quelques jours ou autre, de dire si tu veux pas me parler, j'envoie des Tomahawks en Ukraine. Il est comme ça, en fait, Trump. Il est totalement inconséquent, parce qu'il est prophète. Donc, tout ce qu'il fait ne peut être que juste. C'est la négociation par l'agressivité. Ça dépasse ça. Ça dépasse ça, parce que quand tu fais la négociation par l'agressivité, quand tu es un businessman, tu as quand même un enjeu de chiffres, tu as toujours l'envie de fusionner, de faire quelque chose. Là, on a un pays de 90 millions d'habitants qui est montagnard. Si tu veux, même l'Iran, c'est pas le Venezuela. Mais pour ceux qui pensent que Trump est en train de mettre en place une stratégie pour éviter l'escalade en accompagnant Israël dans cette opération qui est peut-être même vouée à l'échec, mais qui va entamer des négociations pour essayer de dire aux Israéliens, à Netanyahou surtout, voilà, j'ai quand même essayé d'accepter la situation, vous voyez, je suis allé dans votre sens, etc., les prendre par la main pour aller vers une négociation de paix. Est-ce que tu penses que Trump pourrait jouer sur les deux tableaux ou est-ce qu'il est vraiment à la botte de Netanyahou ? Il est clairement à la botte de Netanyahou. En fait, ce qui s'est passé même, mais tout ça, ça a été affirmé, ensuite ils ont dit l'inverse, c'est que ce soit la guerre des 12 jours, et cette guerre qui en est déjà à sa 14e journée et qui va sans doute encore durer quelques jours, mais je ne pense pas que ça va aller beaucoup plus loin, puisqu'aujourd'hui, l'ayatollah a fait un message avec un double conditionnel qui semble exprimer qu'en fait, il est ouvert à la négociation. Puisqu'il dit « on a plein de possibilités de foutre le bordel », si la guerre devait continuer. Tu vois, c'est une petite porte ouverte. Une grosse porte ouverte. En langage iranien, que je connais un peu, parce que j'ai été pendant 7 ans avec une Iranienne, Bani Sadr aussi, je ne t'ai pas raconté quand on en a discuté avant, donc qui était la nièce du président iranien. Donc en fait, j'ai passé ma vie avec les présidents ou leurs proches des grands pays. Donc tu vois un peu comment... mais je sais comment ça fonctionne. Moi, j'ai rencontré ces gens-là de l'intérieur. Donc je sais que c'est pas des martiens. Je sais qu'une fois qu'ils sont dans l'intimité, ils n'enlèvent pas une cagoule ou un machin, ils se connectent pas à un truc. Non, c'est des personnes qui ont... en fait, c'est les circonstances de la vie qui font qu'on devient. Donc, quand tu crois échapper à un attentat et qu'il y a un miracle, en fait, soit tu deviens cinglé, soit tu deviens hyper humain, en fait. Lui, il est devenu cinglé, mais parce qu'il a été pris en main par des gens qui savaient parfaitement le manipuler. C'est pour ça qu'il a été élu. Il est pire que Kamala Harris serait. Bien pire que Kamala Harris serait. Parce qu'il a cette folie de Trump qu'aucune autre personne au monde n'a, mais qui emmène le monde à la catastrophe tous les jours. Il améliore rien. Il rend les Chinois encore plus méfiants, donc les Chinois triplent la cadence à laquelle ils fabriquent des armes, les Coréens du Nord pareil, les Russes pareil. C'est sûr qu'il permet aux BRICS de se renforcer. Les oblige de rapprocher la Chine de la Russie sur SWIFT ou sur les échanges d'énergie. Donc finalement, on pourrait dire, grâce à lui, finalement, le monde devient plus multipolaire. Ouais, sauf qu'en fait, ce qui vient de se passer, c'est que l'Iran était dans une négociation. Et ils venaient de tout accepter, c'est ce qu'ont dit les gens d'Oman, ils avaient tout accepté le matin. C'est pour ça que l'ayatollah, en fait, il était avec ses chefs et en disant on est obligé d'accepter parce que vu ce qu'ils ont, les Chinois et les Russes ne peuvent pas nous aider, donc on dépend de nous-mêmes. Et si on se bat, de toute façon, ils vont nous détruire. On pourra faire de la résistance comme les Vietnamiens, sauf que c'est une résistance sans eau. La grosse différence, c'est que les Vietnamiens, il y avait un truc qui leur manquait pas, c'était l'eau. En Iran, ils ont déjà plus d'eau au moment où on parle. Parce que la guerre de l'eau dont on a entendu parler entre le Pakistan et l'Inde, en Iran, c'est 10 fois plus. C'est un pays très montagneux, c'est des plateaux désertiques.
donc il fait très froid en hiver, très chaud en été, et l'eau, elle est désalinisée, et les usines de désalinisation ont été détruites, et l'eau naturelle qui arrive, elle vient de fleuves entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Et l'Azerbaïdjan, c'est pas vraiment le meilleur ami de l'Iran. C'est plutôt le meilleur ami d'Israël. Voilà, exactement. Ouais. Donc on voit que la situation de l'Iran, elle est compliquée en fait sur cette question-là. Et il y a déjà 6000 cibles qui ont été détruites. Il faut bien imaginer qu'un pays comme l'Iran, il y a 10 000 lieux névralgiques en fait. Si tu détruis les 10 000 lieux, il n'y a plus rien. Tu vois, Gaza, il y avait 1000 lieux névralgiques, tu vois, c'était les grands commissariats, les grandes usines de pain, les centrales électriques, les machins. Une fois que tu as détruit ça, tu n'as plus d'État, en fait. Tu as des gens qui sont sous pas dialyse, mais perfusion. Surtout, l'administration de Gaza a été détruite, en fait. Oui. Et donc, ceux qui n'ont pas été tués ont été tués administrativement, parce qu'en fait, ils n'existent plus. Les Palestiniens n'existent plus. Au début de la guerre, du génocide, c'était 2 500 000, puis c'est passé à 2,3 millions, puis la dernière fois, Trump disait, bon, ils sont encore 1,6 million, 1,7 million. Comment t'es passé de ça à ça avec 70 000 morts? Ils ont détruit quasiment toute leur terre agricole. Donc, et les abeilles qui faisaient partie de leur pharmacopée, etc. Mais donc oui, moi, j'ai jamais cru à la thèse des cubes parce qu'en fait, il racontait n'importe quoi dès 2020. Il disait qu'il y allait avoir des forces spéciales, que Trump était encore président, qu'ils allaient aller choper Obama, qui était le vrai président. Qui ferait tomber le mal. Mais c'est là où les gens vont dire, oui, mais regardez, parce que moi, c'est vrai que j'ai du mal à me positionner dans cette analyse-là. Trump, sous son mandat, on a réussi à avoir des dossiers Epstein, mais en même temps, on est dans un brouillard. Il est mort sous son mandat. Et en même temps, il a été mort, assassiné ou extrait, peu importe. En tout cas, il est censé plus exister. C'est vrai. Et ça s'est passé quand Trump était président. C'est quand Trump était président que les vidéos ont disparu, quand Trump était président... La fameuse minute aussi de vidéosurveillance dans la prison. Et c'était une prison fédérale, hein. C'était pas du tout une prison d'État. Donc c'était une prison sous dans le système hiérarchique direct de Trump. Donc dire, non mais en fait il contrôlait pas à l'époque, et puis dire, en fait il contrôle tout. Expliquez-moi comment il peut ne pas contrôler son pays quand il est président, mais subitement, quand il n'est pas élu, il a fait en sorte de vraiment tout contrôler. Et... Non, mais à un moment, si tu veux, mais regardez-vous dans une glace, essayez de faire un raisonnement. Mais comme les personnes qui sont complotistes prennent, en fait... Alors, ça m'est vachement reproché. Moi, j'ai fait beaucoup de jeux de stratégie, tu vois, les échecs, le Go, etc. Et donc, tu respectes l'adversaire. C'est-à-dire que moi, quand il y a l'Iran qui se retrouve en conflit avec les États-Unis et Israël, je prends aucun des deux pour des cons. C'est-à-dire, je ne me dis pas que les Américains et les Israéliens sont tombés dans un piège de l'Iran. Surtout pas. Voilà. Non, mais parce qu'il y en a beaucoup qui expliquent ça depuis la première minute et qui font des millions de vues. Mais je ne dis pas que l'Iran est totalement stupide. Je sais que c'est un pays qui est millénaire, j'ai connu de l'intérieur, etc. Sauf que quand tu as des personnes qui passent sur GPTV et qui racontent qu'en fait, il y a des milliers de missiles balistiques qui sont enterrés en Iran sous 1 mètre de terre et qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et que ça va partir. Ça, pour toi, c'est pas crédible. C'est impossible. D'abord, je vais te dire, des missiles balistiques qui peuvent arriver en Israël, il faut qu'ils fassent au moins 15 mètres d'eau. Pour avoir suffisamment de carburant pour faire ce trajet. D'accord ? Parce qu'ils ne sont pas envoyés d'avion, donc ils doivent décoller, échapper à la gravité terrestre, monter, faire 2000 km. Ça demande énormément de carburant. Et puis surtout, pour aller vite, c'est vraiment très, très compliqué. Tu regarderas sur Internet, c'est minimum 15 mètres. Donc déjà, tu dois creuser un trou de 15 mètres. Tu ne peux pas les faire décoller en horizontal au ras du sol. Et puis, si c'était en biais, il faudrait faire un trou de 40 mètres en biais. Donc c'est 15 mètres, plus le fait de dire qu'ils sont à 1 mètre sous le sol. Donc, il y a un bouchon. Donc, tu as déjà 17 mètres, mais tu as toute une structure à faire. Et près de ce trou-là, tu dois avoir un système informatique
pour choisir la cible, tu vois, dire au missile ce qu'il doit faire et lui donner des informations GPS parce que tu ne sais pas quel missile tu vas tirer parce que tu as d'autres missiles, donc tu as tout un système d'information. C'est très compliqué. C'est pour ça que tous les pays ont complètement arrêté le fait d'avoir des missiles enterrés parce que ça ne marche pas. Tu sais, tu as le silo, quoi. Ouais. Et puis, tu dois sans cesse entretenir. Et dans un pays comme l'Iran, où il y a plein de zones qui sont un peu désertiques, il y a beaucoup de trahisons. On a vu pendant la guerre des 12 jours, on a vu pendant beaucoup d'assassinats. Le Mossad est complètement infiltré. Comment peux-tu croire qu'en fait, avec tous les satellites qui surveillent l'Iran au millimètre carré depuis des années, donc tu vois, qui verraient des outils pour creuser où que ce soit en permanence, les agents secrets, les gens qui sont payés pour donner des informations dans toutes les provinces. On a vu quand il y a eu la révolution de couleur, entre guillemets, en décembre, partout il y avait des forces amies des États-Unis ou d'Israël, tu vois, qui tiraient dans le dos des manifestants pour essayer de faire exploser comme en Ukraine en 2014. Et donc, ça tient pas la route, mais c'est hyper convaincant. C'est-à-dire que en fait, les gens ne s'intéressent pas aux faits, ils s'intéressent à une idée de la justice ou la morale. Mais en même temps, les Américains et les Israéliens sont pour eux les mauvais, sont pour moi aussi les mauvais. On a besoin, il va y avoir un jugement d'un équilibre. Mais c'est pas ça la réalité. Mais les Russes ont aidé les Iraniens sur des équipements militaires. Et pas du tout. En fait, le commerce des armes, c'est un commerce qui est extrêmement structuré. Entre tous les pays du monde, il y a des règles. Des règles de guerre, il y a des règles de commerce des armes. Et donc, par exemple, il y avait des sanctions qui duraient jusqu'à 7 années sur fournir du matériel balistique à l'Iran. Ça ne veut pas dire que l'Iran ne pouvait pas fabriquer lui-même ses missiles balistiques, mais il y avait des règles sur la technologie. C'est comme il y a des règles sur la non-prolifération nucléaire. Oui, elles ont pu être contournées, ces règles. Mais elles ne sont pas contournées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu es la Russie ou la Chine, et que tu sens que malheureusement, l'Iran est fragile, un ayatollah vieillissant. Dès la guerre des 12 jours, tout l'état-major qui est tué, Soleimani qui avait été tué, Haniyeh qui avait été tué, le patron de Gaza qui avait été tué, un ancien président tué, Niforoucham tué avec Nasrallah au Liban, qui était le nouveau chef des gardiens de la révolution, etc. Tu te dis, mais je vais leur donner ma technologie, je vais leur donner des armes. Et si le pays cède, s'ils sont infiltrés, ça va passer dans des mauvaises mains. Donc malheureusement, dans un monde parfait, tu leur donnerais parce que tu te dis, ils sont comme moi. Mais dans un monde où tout le monde se méfie de tout le monde, où il faut tellement d'années pour mettre au point des armes un peu hypersoniques, tu ne donnes rien. Avant que la Russie, par exemple, même avec la Biélorussie, mette en œuvre des Orychnik en Biélorussie, et ça a été le fruit de beaucoup de discussions entre la Biélorussie et la Russie, parce qu'en fait, toutes leurs armes de pointe doivent être gérées physiquement sur le terrain par leurs soldats. Et c'est comme si les Américains donnent des Tomahawks, ils apprendront jamais aux Ukrainiens à se servir des Tomahawks, parce qu'ils ne voudraient pas que ce savoir-faire soit transmis aux Russes ou aux Chinois. Ça peut se comprendre, mais d'un autre côté, ils avaient tout intérêt à les protéger ou à les armer d'une certaine façon, surtout pour les Chinois qui dépendaient pour 20% du pétrole iranien. Plus que 20%, c'est 20% en fait du commerce mondial du pétrole passe par le détroit d'Ormuz. Mais en fait, la dépendance, les Chinois viennent de perdre 80% entre le Venezuela et l'Iran. Voilà. Ils ont perdu les deux. Donc c'est énorme. Mais le problème, c'est qu'en fait, les Chinois n'ont aucune force de projection. Ouais. Ils n'ont pas de porte-avions. Alors, on a beau dire que les porte-avions, c'est facile à détruire, etc. Non, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, un porte-avions, il y a une escadre, ils sont toujours en mouvement. Et un missile, quand il est tiré à 1000 ou 2000 km, parce que tu vois, tu ne peux pas approcher, même s'il va très vite, en fait, le missile, il n'a pas de signal GPS pour viser le bon bateau. Si tu veux, ils n'ont pas un traître dans le porte-avions qui a allumé une balise pour que le missile arrive. Tu vois, et comme c'est en mer, tu n'as pas de borne GPS de triangulation. Donc, tu es obligé d'avoir des données satellitaires. Il n'y a pas beaucoup de pays qui les ont.
Et il n'y a que la Russie et la Chine, en l'occurrence, mais l'Iran n'a pas ce genre d'informations. Et même avec ces drones, les Iraniens ne peuvent, avec leurs drones. Non. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, d'abord, ils n'ont aucun drone qui peut aller jusqu'à Chypre. Donc dire qu'il y a un drone, regarder une carte en 2 minutes, un drone qui fait 2000 km, ça existe que dans la tête de Macron et de Starmer, en fait. Tous les autres savent que c'est un false flag. Mais ça les dérange pas, et comme les gens qui regardent la télé sont à moitié crétins, ils croient que c'est la vérité, en fait, que l'Iran attaque un pays européen. Mais et c'est sans condescendance que je dis ça, c'est que malheureusement, on devient idiot à force d'écouter des mensonges à longueur de journée. À force d'écouter les experts, c'était comme le Covid, les gens, ils allaient tendre leur épaule, c'est comme ça. Est-ce que ça ne révèle pas aussi que les gens ont besoin aussi de croire et d'avoir l'espoir dans quelque chose ? Parce que finalement, quand il y a cette théorie QAnon, malgré tout, ça révèle que les gens ont besoin de croire en quelque chose qui les raccroche à de l'espoir. Mais il y a un business qui se crée autour de ça. C'est-à-dire que depuis Gaza, par exemple, mais ça a été vrai en Syrie, tu as des comptes aux États-Unis qui deviennent hyper gros et qui ne font que présenter en fait ces guerres comme des matchs de football, mais qui ne montrent que sous le prisme de regarder ces images, Tel Aviv est en feu, tel machin. Et en fait, les gens ont tellement envie en fait d'être dans un match de football quand ils regardent la guerre. On a marqué un but. T'as des personnes qui sont contentes quand ils apprennent qu'un soldat américain est tué. Et qui répètent, regarde, il y en a eu 5, il y en a eu 10, tu vois, on leur en met plein la gueule. Mais qui ne savent pas qu'en fait, il y a eu 1000 missiles tués, 1000 missiles lancés, 3000 drones. Et les conséquences pour des résultats, de tout ça. Et les conséquences réciproques, c'est-à-dire 5000 lieux d'infrastructures détruites et des milliers de civils iraniens tués, dont 170 petites filles dans une école. Et c'est pas la seule à avoir été bombardée, parce que ça a l'air d'être une spécialité depuis Gaza, c'est bombarder les écoles et les hôpitaux comme si c'était normal. Et d'ailleurs, parfois, ils vont dire c'est des frappes ratées, alors qu'on voit la précision de leurs frappes quand ils veulent les rendre précises. Donc finalement, c'est pourquoi parce qu'on pourrait se dire. C'est votre numéro, c'est l'intelligence artificielle qui dit exactement. En plus, on a vu, on avait parlé de ça dans des précédentes vidéos sur le Lavender, le programme Lavender israélien qui permet avec l'intelligence artificielle d'avoir des cibles générées par IA. Alors, il laisse 20 secondes à l'humain pour décider. Bon, ça va être révélé par des journaux israéliens. Mais effectivement, est-ce que finalement, la meilleure façon de pouvoir développer un sentiment patriotique en Iran, c'était pas de faire exactement ce qu'ils ont fait ? Et en plus de taper des civils. Oui, mais regarde, les mêmes personnes qui disent ça sur l'Iran, ils ont dit ça sur Gaza. Je vais te raconter. Le 7 octobre, quand tu fais une analyse, et ça s'appelle le dossier Mur de Jéricho, c'est pas un dossier créé par des complotistes, c'est un dossier créé par Israël. Donc tu as les chaînes françaises qui en ont parlé, les chaînes américaines, les grosses chaînes. Après, ça a été assez supprimé de certaines chaînes, et ceux qui avaient monté les dossiers se sont fait taper sur les doigts. Et ça démontre à quel point, en amont, il y avait tous les éléments de preuve pour savoir que le 7 octobre arrivait, etc. etc. Ouais. Et la question qui était posée, c'est à quel point Israël est impliqué dans la création du 7 octobre. La Knesset vient de voter une loi pour refuser toute commission d'enquête, alors que Netanyahou avait dit, dès que ce sera la paix, on fera la commission d'enquête, vous inquiétez pas. Donc, les gens n'auront jamais le fin mot de l'histoire. Mais on sent bien, à écouter le ministre de la Défense égyptien, à écouter tous ces gens-là, que lui-même avait alerté qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient. Ouais. Et les documents de dossier Mur de Jéricho montrent que c'est le plan du Mossad et des services qui a été appliqué par les Palestiniens, du Hamas. Ils sont tous morts maintenant, les chefs palestiniens, donc ils ne pourront pas révéler qu'il y a quelqu'un de très intelligent, un capitaine qui leur a proposé ce plan, et qu'on découvrira que ce capitaine, c'est un infiltré du Mossad, et que les mecs ont gobé parce que ça avait l'air bien, et qu'il y avait les signes, etc. Mais les fans, en fait, de cette pommade dont tu parles, de croire que la victoire est possible, ils ont trouvé que stratégiquement, c'était génial. Un peu comme Q, avec les échecs 5D, ils ont dit que c'était génial. Ouais. Des centaines de milliers de morts, des vies détruites de millions de personnes. Un endroit, c'était précaire, mais en tout cas, il n'y avait jamais eu l'ouverture
pour s'en prendre autant dans la gueule. Il y a eu des tas de false flags. Ils ont été bombardés pour des enlèvements où on découvrait ensuite que c'était pas du tout des enlèvements faits par eux. Enfin, tu vois, tout était fait pour trouver des justifications de les bombarder. Mais là, ils ont trouvé une justification. Macron, dès le 7, a dit Israël a droit à se défendre, ils peuvent tout faire, on les soutiendra, etc. Ouais. Carte blanche. Dès le lendemain, l'université de Gaza a été détruite, les hôpitaux, l'eau était coupée. Ouais. L'eau était coupée, 30% de l'eau de Gaza, et tout le monde savait qu'il n'en avait pas assez, était coupée. Ce qui fait qu'en fait, pendant 2 ans, ils ont bu de l'eau insalubre, donc on n'imagine pas le nombre de personnes qui sont morts avec des diphtéries et tout, qui ne sont pas comptées dans le bilan des morts. Oui. Le bilan des morts, c'est les gens qui sont morts, tués sur le coup. Oui. Ceux qui sont morts suite aux infections d'une blessure mal soignée ne sont pas comptabilisés dans les morts. C'est pour ça qu'en fait, on dit 70 000 morts. Il y a des dizaines de milliers de disparus, mais on ne le saura jamais parce qu'il n'y a plus d'administration. Donc les gens ne savent pas qui est vivant, qui n'est pas vivant. Enfin, ils vivent dans des tentes. Leur voisin, il est peut-être ailleurs, etc. Ils n'ont aucune idée et ils n'ont aucun moyen de le savoir. Et donc, ça, c'est pour éviter qu'il y ait un chiffrage, en fait. Oui. C'est-à-dire que nous, on nous impose des chiffrages de certaines périodes de l'histoire, mais là, il ne pourra pas y en avoir. Il sera tout le temps contesté et contestable, en fait. Et c'est ça qui est grave, c'est même diabolique. C'est-à-dire que tu as un degré d'anticipation qui dépasse l'imaginaire de la plupart des personnes. Alors donc, ils préfèrent croire qu'en fait, il y a eu une attaque du Hamas parce qu'ils étaient conscients qu'il fallait faire ça pour améliorer, etc. Et des gens très intelligents s'auto-convainquent que c'est pas Israël qui l'a fait. C'est-à-dire que plutôt que de chercher la vérité, ils essayent de trouver le panache, en fait. Est-ce que la vérité est tellement difficile à approcher, comme le titre, que la vérité advienne, est-ce qu'elle est tellement difficile que finalement, pour se protéger, comme on a vu pendant le Covid, beaucoup de gens n'ont pas cru qu'il y avait toutes ces manipulations, les gens se protègent, en fait. Mais à force de croire ça, tu ne connais jamais ton ennemi ni sa nature. C'est-à-dire que si tu passes ton temps à avoir une analyse fausse, toutes tes bases de raisonnement sont faux et tu ne peux pas comprendre que le danger, il est incarné et qu'il y a quelqu'un de très puissant en France qui tire les ficelles et qui est en train de prendre de plus en plus de pouvoir. Alors, il se trouve que moi, je connais bien la Russie parce qu'avec ma galerie, j'allais là-bas, j'ai beaucoup de contacts à haut niveau. Et les Russes, et puis je passe tout le temps à la télé russe, en fait. C'est-à-dire je passe très peu dans les télés françaises, mais je suis interviewé et je passe dans des émissions avec 15 millions de téléspectateurs. Ils m'envoient des équipes, je réponds aux questions. Pratiquement chaque semaine, en fait, je passe sur les différentes télés russes. Et eux, ils aiment bien m'entendre, en fait. Peut-être qu'ils sont débiles et que seuls les dissidents français savent qu'il ne faut pas m'entendre, mais en tout cas, les Russes aiment bien m'entendre. Et je monte les images, puisque je les mets sur ma chaîne YouTube. Donc, à peu près la moitié des vidéos, c'est les images qui me sont envoyées. Alors, c'est les images avec des belles images. Parce que forcément, c'est des superbes images en 4K, machin, etc. Et les Russes, au début, ils avaient du mal avec l'eschatologie. Je ne parle pas de Poutine ou d'autres personnes, tu vois, où la religion est importante, parce qu'en fait, la génération des Russes aujourd'hui qui ont des postes clés, ils ont été formés à l'époque soviétique. Ouais. Donc Dieu n'existe pas, etc. Ouais. Et c'est vraiment entré en eux, c'est gravé en eux. Et souvent, dans les différents pays, donc quand tu es en France, en fait, les personnes qui écrivent les rapports qu'ils envoient à Moscou sur l'ambiance de la France, c'est pas des gens qui viennent me voir, en fait. C'est des gens qui vont voir les personnes de la dissidence. Donc, ils vont aller voir les gens d'Omerta, ils vont aller voir les gens de TVL, etc. Et à quoi ça sert ? Ils vont être leurs informateurs. Et donc, eux vont dire, Macron va bientôt tomber, personne ne l'aime, il est machin. Et ça, c'est les informations qu'ils vont envoyer en Russie. Donc, les Russes, quand ils vont s'exprimer sur la France, ils prennent Macron pour une quantité négligeable, en fait. Et c'est très récent que les Russes commencent à comprendre que Macron est beaucoup plus dangereux. Mais quand il se passe, par exemple, la baffe au Vietnam,
Eh ben, il y avait des personnes qui commençaient à comprendre parce qu'ils avaient vu quand même la danse de Macron qui, avec Zelensky, en aparté au Vatican, tu vois, pendant les obsèques, qui le prépare à voir Trump. Puis, pendant le déjeuner, il déjeune avec les cardinaux français en plein concile. Enfin, ce qui n'arrive jamais, si tu veux. C'est même interdit. Et tu dis, mais comment il change toutes les règles. Les Twitter Files montrent qu'en fait, il est au centre de... C'est Schellenberg qui le prouve. Il est au centre des Twitter Files. C'est lui qui crée, en fait, les normes, mais en direct. C'est-à-dire, Macron est au four et au moulin. C'est pas Breton, c'est Macron. Mais toi, tu penses que Macron est sous-estimé ? Il est très largement sous-estimé. Mais en même temps, tout est fait pour le sous-estimer. La baffe au Vietnam, elle est faite pour donner l'impression. Pour le rabaisser. Exactement. Et c'est très efficace. Et puis pourtant, c'est du théâtre. L'affaire Brigitte aussi. Oui. Bon, on focalise sur Brigitte. Enfin, peu importe Brigitte ou pas Brigitte, mais ce que je veux dire, c'est que mais Macron, finalement, derrière, on pourrait imaginer le nombre de personnes qui l'influencent, qui l'ont pris en main, qui l'ont pris en charge, et que finalement, il n'est qu'un pion. Mais non, parce que toutes ces personnes, quand tu lis Balzac, il dit, il y a des personnes qui utilisent toutes les personnes qui croisent comme des ponts. Et ils les franchissent comme on franchit des ponts. Eh bien, Macron, toutes ces personnes, il les a franchies. Même Herman, le multimillionnaire qui lui a offert son appartement à 500 000 € quand il s'est marié, etc. Mais Macron, le mec, dans ses mémoires, il dit, mais il est même pas venu me voir quand j'étais mort. Enfin, tu vois, dans ses... Ils s'en font. Attali est censé avoir découvert Macron, mais Macron, il calcule pas du tout Attali depuis qu'il est élu. Attali, c'est juste quelqu'un qui essaie de continuer à avoir une existence, mais Macron, c'est le seul président qui a jamais donné la moindre mission à Attali, qui lui a jamais donné la moindre importance. Parce qu'en fait, les gens sont des pions. Tout le monde disait, Alexis Collère, c'est lui qui fait tourner l'Élysée. Alexis Collère, il est parti. Mais justement, on pourrait dire la même chose. Macron, il a eu 6 premiers ministres. Chacun a été un premier ministre d'une mission. On pourrait dire la même chose. C'était le mec assis debout. Oui, non, on pourrait dire la même chose de Macron. Il est qu'un pion, il va sauter ou finir son mandat et après on passera à autre chose. Mais il y en a beaucoup qui disent ça. Mais bon, là, je pense que ce sera peut-être le... Ouais, parce que c'est vrai qu'on doit bientôt finir. Mais c'est vrai qu'il y avait, pour aller dans ton sens, c'est vrai qu'il y avait ce fameux mail à Epstein qui parlait de Macron comme étant celui qui voudrait être le président de l'Europe ou le président du monde. C'est pas ce que dit le mail. C'est pas du tout ce que dit le mail. C'est la manière avec laquelle ça a été traduit pour continuer à diminuer Macron. Non. En fait, il explique que tous les réseaux doivent être impliqués parce que c'est lui qui a été choisi. Le mail dit pas c'est Macron qui veut. Le mail dit il doit. Donc ça n'a rien à voir. Lui aussi, il se prend dans une mission divine comme Trump. Mais bien sûr, bien sûr. Et il le dit. Et il le dit, il le montre dans sa photo officielle, il le dit, la bête de l'événement, la transcendance, souvent, etc. Ça, c'est vrai. Et ce qui est intéressant, dans les modes de fonctionnement d'Epstein, qui était pris pour un débile, parce qu'Epstein, c'est censé être un organisateur de soirées, de partous, de machin. Mais Epstein, il avait des correspondances avec quelqu'un qui s'appelle Larry Summers, qui était un ancien patron de la Fed, etc., quelqu'un d'hyper influent, qui ont été présentés, et ça fait partie des dossiers qui ont été sortis. Mais il y a bien sûr des gens qui ont gardé en mémoire. Et on voit la manière avec laquelle Epstein manipule Larry Summers. C'est-à-dire que Epstein glisse dans une conversation avec Larry Summers. Tiens, tu sais, Poutine dit qu'Israël est très impliqué en Ukraine et ça l'inquiète. Voilà, il dit ça comme ça. Mais Larry Summers, il entend, ah tiens, Israël est contre la Russie en Ukraine. Et donc, d'un seul coup, Larry Summers lui dit, tiens, c'est rigolo, tu sais, suite à ce que tu m'avais dit, j'y ai réfléchi, on commence à mettre en place des moyens de la tuyauterie pour envoyer de l'argent en Ukraine parce que on pourrait quand même pas les laisser tomber, le fameux Israel First. Mais à aucun moment, ils disent Israel First dans le document. C'est pour ça que le truc, il est passé sans que personne ne voit rien. Mais c'est... Epstein qui met la graine. Donc Epstein est très sous-estimé sur sa vraie intelligence et sa vraie capacité. Parce qu'en fait, j'ai fait une lettre Substack juste sur cet échange de mails au moment où il est paru. Parce qu'en fait, on regarde toujours avec le mauvais prisme, en fait. Le prisme de la personne influente, c'est qu'il influence la personne sans même qu'il ait conscience d'avoir été influencé.
au début, avant l'émission, on évoquait MK Ultra. C'est ça, MK Ultra. C'est-à-dire que les personnes les plus intelligentes du monde, en fait, sont tellement préconditionnées qu'ils prennent Epstein pour un con. Quand Epstein dit ça, il se dit, il n'a même pas réalisé ce qu'il m'a dit. Il n'a même pas conscience de l'importance de l'information qu'il a donnée. Donc, en fait, Larry Summers, je lui dis pas, tu te rends compte ce que tu viens de me dire ? C'est une bombe. Tu vois ce que je veux dire ? Puisque si Poutine est inquiet qu'Israël soit... Évidemment, Poutine, s'il a émis ce doute, c'est que c'est factuel. Donc l'autre prend une information que personne n'a à ce moment-là. Ouais, donc c'est un billard à 3 bandes. Exactement. Alors justement, dans ce jeu de dupes, pour finir très rapidement, sur l'actualité internationale, comment tu vois, toi, l'évolution des événements au Moyen-Orient et dans le monde ? Moi, je pense qu'en fait, dans quelques jours, une fois que les 10 000 ou 12 000 cibles auront été détruites, parce qu'Israël tient absolument à aller au bout. Alors là, on est le 12 mars. Voilà. Je ne sais pas quand sortira la vidéo. Il y aura une accalmie, entre guillemets. Donc, tous les gens qui sont pro-Iran diront « on a gagné, ils ont reculé ». Tous les gens qui connaissent un peu ce qui vient de se passer comprennent qu'en fait, l'animal est mort et donc il ne restera plus qu'à donner une pichenette dans quelques mois pour qu'il y ait une guerre civile en disant vous voyez, nous, on s'était contenté de tuer les mollahs et les méchants et de leur empêcher d'avoir de la balistique. Ils auront oublié les écoles, ils auront oublié les usines d'agroalimentaire, les dépôts, les usines de désalinisation d'eau. Ce pays va commencer à avoir soif, il va commencer à avoir faim, et ça va partir dans tous les sens. C'est le terreau d'une guerre civile dans quelques mois. Bien sûr, ouais. Mais c'est le terreau d'une guerre civile chez nous aussi. Parce que l'augmentation du tarif de l'essence qui va s'en suivre, l'augmentation de la haine toujours plus forte, catalysée entre les musulmans et les chrétiens, etc., etc. Tout ça, en fait, il ne faut pas croire que les musulmans dans les banlieues, ils vivent bien ce qui est en train de se passer. T'imagines la raclée ? En plus, les monarchies pétrolières, elles n'aident pas. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de machin. Donc, tu as le sentiment qu'en fait... Tu penses que ça pourrait renforcer un sentiment communautaire ? Bon, alors, sachant que l'Iran, c'est un pays musulman chiite, que la plupart des musulmans sont plutôt sunnites. Oui, mais sauf que l'Iran, c'est le seul qui s'est positionné pour Gaza. Et ça, même les musulmans sunnites ne l'ont pas oublié. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les réseaux, tu as des gens qui manifestement sont payés par Israël, mais qui font semblant d'être chiites ou sunnites. C'est ce que j'appelle les terminators de la résistance. C'est des gens qui étaient infiltrés. Donc, ils ont fait plein de trucs très gentils. Ils ont parlé de la terre plate, du football, des jeans ou des machins. Et puis, d'un seul coup, ils sont activés. Et là, c'est pour dire exactement ce que tu viens de dire. L'Iran, c'est chiite. C'est une bonne occasion pour les sunnites de reprendre le contrôle parce que ce n'est pas du tout des gens qui ont la bonne foi. Et tu penses qu'en France, il y a vraiment un terreau de guerre civile qui peut vraiment... J'en suis persuadé. Dégénérer. Mais il sera activé par le gouvernement. Comme ça s'est passé pendant la crise des banlieues. Parce que la crise des banlieues qu'il y a eu et qui a permis quand même de voter la loi de programmation militaire qui donne tous les pouvoirs à Macron, sans qu'aucun député le lise, sous prétexte qu'ils étaient épuisés après les retraites. Les droits de réquisition sur les entreprises. Tout. Alors, je sais que c'est une question difficile. J'aime bien essayer de demander, alors quelle solution entrevoir pour nous les citoyens si on veut défendre des valeurs de paix ? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer d'éviter de tomber dans ces pièges-là ? Déjà, et franchement, faut lire ce livre et le suivant, et parce que en fait, dans le livre, ce qu'on en retient, c'est qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est par rapport à nous-mêmes, déjà. C'est réapprendre à ne pas être un fétu de paille dans un torrent qui se laisse complètement manipuler par les uns et par les autres. Et revenir à du temps long aussi. Revenir à du temps long. Réapprendre, tu vois, à marcher, réapprendre à lire, à éteindre la télé, tu vois, à jouer pas trop souvent, à parler en famille, à s'occuper d'un jardin, et si on n'a pas un jardin, à sortir, etc. Arrêter d'avoir des excuses alors qu'on passe des heures à faire des conneries en ayant l'impression d'avoir du temps pour rien.
C'est vrai. Et si on commence déjà par mettre de l'or chez soi, on pourra en mettre ailleurs. Et recréer du lien, parce qu'aujourd'hui, recréer du lien, ça devient subversif. Exactement. On est tous isolés derrière des écrans, personne n'a le temps. Pire que subversif, c'est pire que subversif. Ouais. Et justement, tout est fait pour nous diviser, et on l'a vu depuis le Covid. Mais regarde, c'est pas normal qu'on se soit pas vu pendant toutes ces années. Oh, il y avait tellement de choses là sous lesquelles on croulait, mais en tout cas, c'est-à-dire ce qu'on essaie de défendre à Nexus, c'est ce lien, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord. Le but, c'est justement, c'est tout ce qui est agité. Vous n'êtes pas d'accord, faut vous foutre sur la gueule. Alors que finalement, en n'étant pas d'accord et quand on arrive à recréer du lien, même en essayant de débattre intelligemment, on fait quelque chose de profondément utile. Bien sûr. C'est de résister. Mais non, mais c'est élever le niveau d'intelligence des personnes. C'est vrai. En fait, le système est fait pour abrutir. Quand Mitterrand décide que 80% d'une classe d'âge va avoir le bac, ça n'a aucun sens à l'époque de l'intelligence artificielle, d'une part, et d'autre part, ça a créé énormément de frustration. Parce que quand tu as le bac, tu n'as plus rien. Et ça fait partie de toutes les graines machiavéliques qui ont été plantées à cette époque-là. Mais vraiment, il faudrait 10 émissions, donc peut-être on en fera sûrement d'autres pour approfondir, et sûrement qu'au gré des événements qui vont avancer, on aura de quoi se retrouver à nouveau et puis faire un entretien sur la suite. Donc le rendez-vous sera pris. Il y a beaucoup de choses en tout cas à dire. On espère que cette émission vous a plu. Retrouvez évidemment l'ouvrage de Bertrand Scholler, Fiat Veritas Pereat Mundus, que la vérité advienne fût au prix du monde, collection La Table Rouge, et également Nexus en kiosque si vous voulez soutenir une presse indépendante, sans publicité, sans subvention évidemment, sans censure. Vous pouvez nous retrouver aussi sur nexus.fr. Et pour franchir les frontières des écrans, pour nous retrouver au Festival Nexus, on espère que tu pourras être aussi parmi nous, Bertrand. J'espère. Donc les 27 et 28 juin prochains au Château Grévy. Le lien de la billetterie est dans la description. Merci infiniment, Bertrand Scholler, d'être venu au micro de Nexus. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à très bientôt. Bonne soirée.